Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Entre les lignes est toujours la bibliothèque centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et si, comme moi, vous posez pas mal de questions sur le taekwondo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'esprit qui est derrière? Parce qu'on nous dit la pratique et l'esprit du taekwondo. Y a-t-il un esprit? Et si oui, qui est-il ou quel est-il? Enfin bref, nous avons un auteur qui n'est autre que le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, qui nous en dira davantage, M. Minaya Siaka Coulibaly. Merci d'être là. Alors, je vous appelle M. Minaya en tant qu'auteur. D'accord. Le taekwondo est votre vocation, du moins votre passion. L'agriculture, votre vocation. Et le bien-être de l'homme, votre obsession. On va décrypter cela, mais commençons par votre passion qu'est le taekwondo. Avant d'en savoir davantage, pourquoi le taekwondo? Vous auriez pu aimer je sais pas, bon, la lecture, la pêche, la peinture. Qu'est-ce qui vous a attiré au taekwondo? Au départ, d'une manière générale, je n'aimais même pas ceux qui pratiquaient les arts martiaux. Alors, à plus forte raison le faire. Alors, qu'est-ce qui vous a plongé dedans? Exactement, c'est les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo qui m'ont attiré. Quels sont ces principes-là? Alors, les principes, ils sont tout simples et ils ont un caractère universel. Et c'est la raison pour laquelle, avant de parler même du contenu, je dirais que le premier objectif de ces livres, justement, c'est de rendre gloire à Dieu, comme je le disais tantôt, parce que quand il nous gratifie de sa miséricorde, c'est pour que nous reconnaissions déjà cela et que nous puissions partager cela avec d'autres personnes. Alors, dans cet art martial que le taekwondo, qui semble tellement épais, confus pour nous qui ne sommes pas pratiquants, vous nous montrez qu'il y a toute la dimension de l'être suprême qui est Dieu dedans. Tout à fait. Alors, vous constaterez qu'à l'image du taekwondo lui-même, ou le côté martial, c'est vrai que c'est un art martial par définition, qui veut dire c'est l'art de se défendre, les mains et les bras nus. De se défendre. Oui, parce que j'insiste sur le mot défendre, parce que très souvent, quand on voit les agressions dans la rue, c'est à l'antipode de l'esprit. Parce que vous verrez dans l'historique, le peuple coréen, justement, a été colonisé pendant près de 2 siècles par les Japonais et ils n'avaient que leur corps pour se défendre. Donc, ils n'avaient pas le droit de porter des armes. Donc, ils ont forgé leur corps en une véritable arme, en associant les membres supérieurs, les membres inférieurs, pour en faire des armes et se défendre. Donc, par définition, c'est cela. Mais en même temps, comme je le disais, le côté martial ne représente véritablement que 25% de l'art lui-même. Les 75% font que les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo sont universels dans tous les secteurs. D'abord, c'est d'abord une voie d'éducation civique et morale. Et moi, ça a été le prolongement de mon éducation parce que j'ai quitté très tôt mes parents à cause des études. Donc, j'ai redécouvert justement les principes fondamentaux de l'éducation dans notre région, dans les principes du taekwondo. Le premier principe, il est tout simple. Voilà. Exactement. Vous retrouvez quelques liens dans le taekwondo. J'ai fait une dizaine, il y a un sous-chapitre là-dessus où il y a une dizaine de similitudes entre les corollaires justement des principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo et les valeurs éducationnelles du peuple sénoufo en général et du sous-groupe taïwanais de ma région. Alors, c'est en cela que vous comprendrez pourquoi, au départ, moi qui n'aimais pas cet art, quand je l'ai découvert, j'en suis devenu passionné. Parce que pour moi, exactement, je me suis redécouvert là-dedans et j'ai retrouvé la culture, ma culture d'origine. Parce que vous savez, quand on est en ville, on est soumis à toutes sortes de tentations. Il faut un code de conduite pour nous permettre d'éviter ces dérapages. Et je crois que pour moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Parce que mes parents n'étant pas là, c'est les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo. Le premier, justement, le premier principe, c'est l'esprit d'amour pour la paix. La discipline, l'humilité, le respect d'autrui, le don de soi, ainsi de suite. L'intégrité, le dévouement, ainsi de suite. Les principes, il y a 4 grands principes qui ont des corollaires
qui, quand vous verrez dedans, dans le livre, qui sont en parfaite harmonie avec l'éducation d'une manière générale et même avec la vie socio-économique. Est-ce que cela voudrait dire que tout le monde sur Terre devrait faire du taekwondo? Exactement, c'est l'une de mes conclusions. Alors c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas voir là-dedans seulement l'expression corporelle. L'expression corporelle ne représente... Pour être un frein, mais à exactement, l'expression corporelle ne représente que 25% de l'art lui-même. Les autres dimensions... Les valeurs, l'éthique... Exactement, ces valeurs-là, c'est celles qui permettent de se retrouver dans la vie sociale, dans la vie économique et même au niveau de la gouvernance. Alors donc c'est pour cela qu'il y a des chapitres. On peut, l'ouvrage est fait de telle sorte qu'on peut ne pas être pratiquant et puis tirer des enseignements. On se retrouve à regarder les images et puis surtout à lire. Enfin, je me suis étonnée. Exactement. Je me suis étonnée à lire. Bon, la pratique du taekwondo vue sous l'angle physiologique, le lien avec le système cardiovasculaire, ça m'a intéressé. Oui. La pratique du taekwondo vue sous l'angle philosophique, sous l'angle de la dynamique des sports. Alors, cela devrait être enseigné dans les écoles à ce moment-là. Nous avions eu un élève qui était dans une école de management. Et pour faire son mémoire, il a choisi le taekwondo. Alors, son chef d'établissement était surpris. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le management que nous apprenons? Il a dit, bon, moi, je ne peux pas vous expliquer, mais si vous acceptez, bon, organiser une conférence, je vais faire venir mon maître et puis il va vous expliquer cela. Alors, à l'époque, paix à son âme, Feu Louis Guirandou, qui est un de nos grands maîtres, était là au judo et au karaté. Il m'avait fait l'honneur, il était le président du comité olympique à l'époque. Il m'avait désigné pour aller prononcer cette conférence. Alors figurez-vous que quand on a fini la conférence, non seulement l'étudiant a eu la meilleure note, mais le chef d'établissement a imposé le taekwondo comme une des matières obligatoires dans son établissement. Cela devrait faire école, en réalité. Mais exactement. Enfin, quand on lit, quand on découvre cela, on est pratiquement étonné. Alors, vous permettez, le taekwondo a un lien avec le système nerveux, avec le système digestif, la respiration, la variation de la capacité des poumons, le changement de l'air dans les alvéoles. Enfin, bon, quand j'ai lu ça, j'ai fermé. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas fait le taekwondo, moi? Vous êtes au 8e dan. C'est un accomplissement où il y a encore des choses à acquérir. Oui, il y a encore des choses à acquérir. Et on va jusqu'au quelième? Bon, les plus hauts gradés, nos grands maîtres, ils sont 9e dan. À partir de là, c'est le nombre d'années que vous passez dans l'ancienneté. Oui, mais même ceux qui sont 9e dan, ils continuent d'apprendre parce que, vous verrez, c'est l'œuvre de l'esprit et elle est infinie. À la dimension humaine, voilà, à la dimension humaine, on n'évolue pas par rapport à d'autres personnes, mais on évolue par rapport à soi-même. Et comme Dieu, il est infini, bon, on ne pourra jamais l'égaler. Ça veut dire que, quel que soit le grade qu'on a, on continue toujours d'apprendre parce que, comme je le disais tantôt, au-delà de l'expression corporelle, c'est le reste, la dimension spirituelle qui reste à développer et à partager avec la postérité. C'est pour cela que je disais que je voyais les 9 degrés dans le profil des cas, quelle que soit la discipline. Évidemment, au niveau du taekwondo, les gens seront tentés de confondre avec les grades. Non. Les grades, vous venez de dire tout à l'heure, le grade, c'est ce qu'on acquiert comme bénéfice en tant qu'apprenant. Mais le degré, c'est ce qu'on laisse à la postérité après que Dieu nous ait gratifié. Voilà. C'est la raison pour laquelle, pour moi, j'estime que avec la grâce que Dieu a fait pour tout athlète que vous avez vu, même au football, il y a beaucoup. La plus grande des vedettes, quand elles finissent, elles terminent toujours par une école ou bien une fondation. C'est clair. C'est à peu près pareil. Il faut léguer quelque chose à la postérité. Parce que ce qu'on glane, que ce soit les grades, que ce soit les médailles, que ce soit les trophées, mais ce sont des objets qui perdent la valeur dès que Dieu met fin à notre vie sur Terre. Qu'est-ce qui reste après? Ce qui reste, c'est ce qu'on lègue à l'humanité, que les jeunes puissent s'en inspirer. Alors, est-ce que ce livre est un plaidoyer, justement, par rapport à cette jeunesse qui semble ne plus avoir de repères? Exactement. C'est l'objectif principal à partir du dernier chapitre qui est modestement un genre d'autobiographie, pour dire aux jeunes gens, puisque je dis toujours, on peut partir de rien, et puis naître dans un environnement hostile, mais
par la force du travail, arriver à s'affranchir pour devenir un citoyen qui arrive à joindre les deux bouts et même qui peut être même honorable pour son pays. Alors, pour que les jeunes ne prennent pas le risque d'aller mourir inutilement, à prendre des risques comme dans la Méditerranée, aller se noyer, parce qu'il y a un principe fondamental, madame, Dieu ne crée jamais un être humain dans un environnement sans y mettre ce dont il a besoin pour son épanouissement. C'est à lui d'apprécier avec objectivité ce que Dieu met à sa disposition pour pouvoir s'épanouir. C'est pour cela que très souvent on dit qu'il faut avoir cette capacité de transformer les difficultés en opportunités. Exactement. Faire comme l'eau. Voilà. Lorsqu'il y a un obstacle, il faut contourner. Et si vous voyez que nous tirons beaucoup d'enseignements des Asiatiques parce qu'ils ont beaucoup appliqué ces principes. Vous regardez tous les arts martiaux, tous les pays asiatiques. Au départ, c'est l'Occident qui dominait, mais aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont réussi par la force. Et on est étonné. Et quand je lis cette œuvre, justement, je comprends. Mais justement, j'en ai parlé justement pour que nos gouvernants puissent s'inspirer justement de l'exemple de la Corée. Voilà un pays qui est géographiquement petit, qui n'a pas de ressources minières ni de richesses. Et à une certaine époque, on était plus avancé. Dans les années 75, moi qui vous parle, quand j'étais allé à Séoul pour le 2e championnat du monde, mais la Corée était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Mais quand je suis reparti en 2010, il n'y a pas de commune mesure. Et comme tous les 2 ans, j'y vais. Alors, pour dire quoi? Et quand vous regardez les fondamentaux de leur vie, c'est les 4 principes fondamentaux qu'ils ont appliqués. Et puis, le premier principe d'abord, c'est amour pour la paix, la discipline. Nous allons maintenant, M. Coulibaly, avec votre permission, recevoir notre critique littéraire. Docteur, vous êtes pratiquant? Malheureusement pas. Non, taekwondo. Vous faites quoi? Vous pouvez commencer demain. On peut commencer. D'accord, c'est encore possible à notre âge. À cet âge. Oui, mais nous avons eu beaucoup de... Tant que Dieu vous donne la grâce de tenir sur les 2 pieds, je disais tantôt, vous pouvez toujours commencer. Même, il existe aussi des modules de formation pour les handicapés physiques. Voyez-vous, je disais tout à l'heure que c'est un art où on apprend à se défendre avec les bras et les mains nues. Nous avons 4 membres. Ouais. Même quand vous avez un membre avec la polio, ça veut dire que vous êtes à 75% de vos capacités. Exactement. Même si vous êtes paralytique, vous êtes à 50% de vos possibilités. Okay. Si vous êtes manchot, vous êtes à 50% de vos... Donc, il suffit tout simplement de donner de la valeur à ce qui reste dans votre corps. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant cette œuvre-là? Merci. Alors, merci déjà à Maître Cheka Coulibaly, on va l'appeler ainsi. Merci à toi, Christelle. Oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je pense que cette œuvre, on la mettrait volontiers dans ce qu'on pourrait appeler les mémoires de la Côte d'Ivoire. Vous savez, de moins en moins, ou bien on en a très peu, ce genre d'héritage qu'on laisse lorsqu'on a pratiqué longtemps un domaine, qu'il soit économique, sportif, de l'ordre de l'éducation, etc. Très peu de nos sachants laisse des traces comme ça pour les générations à venir. Et donc, ne serait-ce que pour cela, il faut déjà féliciter Maître. C'est une chose que de faire du taekwondo, et c'en est une autre que d'avoir la volonté de laisser un héritage pérenne. Alors, à la page 240, l'auteur a écrit « L'interprétation onomatopéique de Siakado, la voix empruntée par Siaka, pour s'affranchir des barrières sociales et autres difficultés liées à la vie de l'homme. » Est-ce qu'il était possible dans cette vie que vous ne fassiez pas de taekwondo? Oui, parce que si, c'est pour cela que je me réfère toujours à Dieu, si Dieu n'avait pas donné un profil à ma vie qui m'a amené à quitter mon milieu social, je n'aurais jamais fait de taekwondo. Quel est le déclic, puisque vous dites en début d'œuvre que vous n'aimiez pas du tout les arts martiaux, encore moins le taekwondo? Et que son milieu même, c'est l'agriculture. Voilà. Alors, vous me donnez l'occasion de rendre hommage à mon premier maître qui est feu Arsène Zirignon. Alors, l'anecdote que j'ai racontée dans le livre, justement, c'est quelqu'un qui a réussi l'exploit de me faire passer d'un extrême à l'autre. Je haïssais tous ceux qui faisaient les arts martiaux parce qu'à l'époque, ils agressaient pour un oui ou pour un non des innocents. Et comme moi, j'étais partisan de la non-violence... Mais c'est ça, c'était ceux qui le faisaient dans les mains. On ne peut pas dire tout le monde, peut-être qu'on va relativiser. Non, moi, j'ai commencé à boire et c'était partout pareil. C'est-à-dire que quand on apprend... C'est pour cela qu'en tant qu'instructeur, quand on donne une arme, il faut pouvoir expliquer à l'utilisateur la dangerosité. Exactement. Or, malheureusement, quand on est jeune, au niveau du lycée, à l'époque, la plupart de ceux qui pratiquaient, c'était des lycéens
ou des collégiens, ben, c'est l'âge auquel on a besoin d'avoir une vie qui est canalisée par un encadreur. Vous expliquez bien les fondements de l'art qu'on a. Bon, et malheureusement, quand il n'y a pas cette contention-là, on a tendance à vouloir extérioriser ce qu'on a dans le ventre. Voilà, et à démontrer qu'on est fort. Et c'est comme ça que c'était passé à l'époque. Point oui ou point non, il fallait que les gens prouvent qu'ils sont forts. Alors ça m'énervait. Alors non, l'histoire était que nous étions 4 amis au lycée et les 3 autres ont décidé d'aller s'inscrire à un club qui était là-bas. J'ai dit, bon, ben, si c'est là, notre amitié s'arrête là. Parce que moi, si c'est pour aller faire cette affaire de voyouserie-là, je ne suis pas. Mais ils ont dit, OK, bon, et ils sont allés s'entraîner. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur premier passage. Alors, à l'époque, nous, on était au lycée classique de Boaké. Celui qui entraînait était ceinture rouge. Ceinture rouge, nous... Voilà. Et son maître, qui était à ça veut dire quoi? En fait, c'est la ceinture qu'on acquiert avant la ceinture noire. Okay. Donc, il fallait ceinture noire pour passer les grades. Donc, son maître, qui était maître Arsène Zignon, qui était à Abidjan, donc lui, quand il y avait un passage de grade, il allait. Alors, donc, mes amis, ils devaient faire leur premier passage. Ils ont dit, bon, même si tu n'aimes pas la chose, il faut venir nous regarder. Il y a un grand maître qui vient d'Abidjan, viens nous regarder. Alors, je vous assure... Quand je suis arrivé, la salle, c'était une grande salle, elle était pleine. Il fallait fouiller dans la foule pour savoir qui était ce grand maître-là, tellement il était discret. Ah bon? Alors que ce que nous avions l'habitude de voir là-bas... C'était des gens démonstratifs. Oui, il fallait que les gens qu'on sache. Oui. D'accord. Alors, donc, il officie, déjà avant d'officier le passage de grade, quand j'ai entendu les conseils qu'il a donnés, et après les conseils qu'il a prodigués depuis ce jour-là... Qu'est-ce que vous avez marqué comme conseil? Justement. Mais justement, c'est les principes. Parce qu'à l'époque, la plupart des jeunes maîtres adoptaient plutôt l'expression corporelle, mais pas l'esprit. D'accord. Alors que lui, il était le tout. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion justement de lui rendre hommage, et c'est pour cela que j'ai vous le faites d'ailleurs. Parce que s'il y a quelqu'un vraiment qui a été un grand maître dans notre pays parmi les Ivoiriens, c'est vraiment lui. À la page 19, vous dites Feu Arsène Zignon a été le seul Africain à participer à ses propres frais à la première édition de ce championnat mondial à Séoul en 1973. Oui. Alors, souvent, on compare la Côte d'Ivoire à la Corée, et c'est une phrase qui revient dans le discours ivoirien. La Côte d'Ivoire et la Corée étaient au même niveau en 1960. Avant le miracle ivoirien, c'est ça. Oui, dans la période du miracle ivoirien. Aujourd'hui, c'est sans commune mesure que la Corée a pris de l'avant. Alors, la question c'est, est-ce que vous pensez que le taekwondo y est pour quelque chose? Oui, ça je l'ai dit même là. Et non seulement je pense qu'il y est pour quelque chose, mais en même temps, je me suis permis modestement de recommander cela à nos gouvernants africains. Parce qu'en fait, 241. Ce qui apporte le développement, la croissance économique et le développement, c'est d'abord les mentalités. C'est ça. Parce que c'est la première ressource, c'est la ressource humaine. C'est ce que je disais tantôt, Dieu ne crée jamais un être humain dans un environnement sans mettre à sa disposition dans son environnement ce qu'il faut pour son épargne. Mais c'est à lui de valoriser ce que Dieu a mis à sa disposition. Et c'est ce que les Asiatiques ont fait, notamment les Coréens. Sans ressources, leur intelligence, leur dévouement, leur discipline, en un mot, l'application des 4 principes de la philosophie taekwondo leur a permis de booster et d'être leur économie et eux-mêmes leur développement et leur épanouissement pour être au niveau où on s'est. Et donc, vous préconisez à la période 241 la pratique massive, la pratique de masse du taekwondo pour apporter des solutions idoines aux problèmes de gouvernance que rencontrent les Africains. Même la délinquance. Même la délinquance. Parce que, comme je disais quelque part, c'est une voie d'éducation civique et morale avant d'être un art martial. Parce que si les principes fondamentaux sont appliqués, c'est le prolongement de l'éducation familiale. Il suffit tout simplement de faire... C'est un code de conduite. Il suffit de le respecter. Une fois qu'il y a l'appel, ce n'est pas moi qui le dis. Le premier président de notre pays, Félix Bouba, disait qu'aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pour cela que le premier principe de la philosophie taekwondo, c'est l'esprit d'amour pour la paix. D'accord. La discipline, le respect d'autrui, l'humilité et le don de soi. Alors, je souhaiterais qu'on fasse une petite déduction. S'il est avéré qu'il y a des atomes, des liens entre la philosophie coréenne du taekwondo et la culture Sodofo, et que l'une des cultures est en Asie et que l'autre est en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas appuyé sur ce genre de tradition pour évoluer? Est-ce que les taekwondistes n'ont pas fauté? Non, justement, c'est pour cela que j'ai fait la suggestion qu'il faut que
cela fasse partie justement de l'éducation, pas forcément au niveau de l'expression corporelle, mais au niveau de l'esprit. Les quatre, puisqu'ils sont universels et transversaux. Et c'est pour cela que j'ai dit les 10 similitudes qu'il y a entre cette philosophie de taekwondo coréenne et maintenant le peuple Senfo et le sous-groupe taekwondo. Parce que quand vous regardez le système initiatique, ces 10 similitudes que j'ai relevées font partie des principes vecteurs de l'éducation dans nos pays africains. Mais justement, aujourd'hui, voilà. comment faire en sorte que ce livre-là fasse partie de notre éducation? Oui, le taekwondo. Comment est-ce que le taekwondo... Alors, la question, je vais l'approfondir. Je vais l'approfondir parce que s'il y a de telles richesses, ok, et que nous avons des pratiquants, des sachants, et il nous reste, qui depuis on est 30 ans, pratiquement à la fin de l'émission. Comment est-ce que vous faites pour que le taekwondo puisse être ingurgité, j'ai envie de dire, c'est le mot que j'emploie, dans le système éducatif ivoirien? Rapidement. Est-ce que vous commencez des négociations avec l'éducation nationale? Rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, tout à fait, parce que en fait, chacun à son niveau, au niveau de la citoyenneté, essaie de gérer sa citoyenneté à son petit niveau de responsabilité. Tous les pratiquants, les maîtres de salle, ils essaient de partager, comme moi, le peu qu'ils ont appris, aussi bien dans l'expression corporelle que pour les principes de la philosophie, pour que les jeunes gens qui viennent dans les clubs puissent les diffuser également. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est l'intérêt justement de cet ouvrage. On peut ne pas être pratiquant et tirer des enseignements là-dedans pour pouvoir les appliquer. Merci bien. En tout cas, nous, alors docteur, vraiment, même si vous n'êtes pas adepte du taekwondo, non, mais il peut commencer à tout moment. Commencer à tous âges. On peut commencer, et je vous assure, c'est passionnant. Et je pense que le taekwondo pourrait nous aider à au niveau individuel, avoir de la sérénité. Déjà, et de la consistance. Et au niveau collectif, d'avoir une nouvelle coloration de la Côte d'Ivoire et des citoyens de la Côte d'Ivoire. Absolument, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Mes chers maîtres, d'être venus. C'est moi qui vous remercie. Docteur, merci d'être venu. Oui, je vous salue comme ça, docteur. Oui. En tout cas, nous vous conseillons cette œuvre-là. Prenez le temps, parcourez, et vous allez commencer, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez déjà vous-même corriger à votre niveau et inculquer à vos enfants. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant et l'Afrique a besoin de nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission de Entre les lignes. Bonsoir.